Bien, chers amis, bonjour. Bienvenue pour cette seconde journée de notre colloque Connaissances philosophiques et connaissances des essences. Nous avons le plaisir ce matin d'écouter Jean-Paul Passioni, qui enseigne en Cagne au lycée Chaptal à Paris. Il est membre associé de l'IRIM, site ENS Lyon, et co-dirige le groupe de travail sur la philosophie allemande au XVIIIe siècle, Sapere Aude. Il est également membre sociétaire de la Société française de philosophie. Jean-Paul Passioni est l'auteur d'un ouvrage sur Christian Wolff, Cet esprit de profondeur, Christian Wolff, l'ontologie et la métaphysique, paru chez Vrin en 2006. Ses travaux publiés portent sur la structuration de l'histoire de la métaphysique et de la connaissance au XVIIIe siècle en Allemagne. Son exposé de ce matin s'intitule « Des propositions utiles tant à la science qu'à la vie », Wolff et la forme authentique des propositions. Monsieur, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Je tiens d'abord à remercier le professeur Claudine Tiercelin pour son invitation qui m'honore énormément. Et puis je tiens aussi à remercier le groupe d'études en métaphysique pour son accueil et pour son dynamisme. Je veux aussi remercier ceux qui m'ont aidé dans ce travail, notamment Laetitia Lorjou, pour ses conseils concernant le latin. Alors, pourquoi Wolff, pourquoi parler de Christian Wolff dans un colloque consacré, disons, à la métaphysique analytique? Je voudrais, comme je l'ai déjà fait, rappeler brièvement des remarques de Léon Brunswick concernant un certain rapprochement qu'on pourrait faire entre Russell, sa lecture de Leibniz et Christian Wolff. Donc il avait écrit, alors c'est... Léon Brunswick s'oppose, évidemment, c'est non dénué d'animosité, en fait, cette analyse, comme souvent d'ailleurs quand on parle de Christian Wolff, en fait. Brunswick donc, a écrit les travaux de messieurs Couturat et Russell, appuyés sur la publication de très importants textes inédits, ont remis en faveur l'interprétation que l'école wolffienne avait donnée du leibnizianisme. La véritable méthode serait non plus l'analyse élémentaire de Démocrite, mais l'analyse conceptuelle d'Aristote. Le véritable système serait non plus l'atomisme métaphysique de la monadologie, mais un panlogisme réaliste renouvelé de la scolastique. Alors bon, il y aurait à commenter longuement, évidemment, cette phrase, à la critiquer, mais on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui porte, en tout cas dans le rapprochement, Russell-Wolff, en fait. C'est ce que... Voilà, donc ça justifie notamment, mais il y a bien d'autres raisons, la présence de Wolff ici. Alors je rappelle quand même 2-3 choses concernant Christian Wolff. Il est né en 1679 à Breslau, il est mort en 1754 à Halle. Il a exercé une influence très nette sur la philosophie du XVIIIe et son œuvre est considérablement étendue. Elle couvre l'ensemble du savoir. On sait que sa métaphysique latine détermine clairement la structure de la métaphysique telle qu'elle va être soumise à la critique par Kant, une ontologie comme philosophie première, suivie respectivement d'une cosmologie générale ou transcendantale, d'une psychologie empirique, d'une psychologie rationnelle et enfin d'une théologie naturelle en 2 volumes. Dans l'œuvre latine, elle est précédée, comme dans l'œuvre allemande, d'une logique, Philosophia Rationalis Sive Logica, en 3 volumes. Alors, les fameuses critiques que Gilson adressait à Wolff peuvent paraître aujourd'hui réfutées sur l'essentialisme wolffien, du moins amendées. En revanche, il y en a d'autres plus gênantes qui peuvent réduire la lecture de l'œuvre de Wolff à un simple intérêt d'érudition. Je pense notamment à sa conception classique, voire même aristotélicienne de la logique, engageant le rapport sujet-prédicat, donnant un rôle central à la théorie de la définition, le tout étant corrélé à une théorie de l'abstraction, celle-ci ayant de plus des caractéristiques semblant contradictoires. Par ailleurs, c'est peut-être le plus important, d'un point de vue métaphysique, on peut avoir l'impression que Wolff est situé au terme d'une série de penseurs qui ont déjà fait des choix déterminants qu'il se contente de reprendre sans peut-être saisir les enjeux de ce choix. En le considérant principalement, comme c'est souvent le cas, comme le dernier des grands scolastiques, on risque en fait d'en faire un petit scolastique. En fait, l'intérêt de sa pensée réside dans la manière dont il affronte la question de la méthode scientifique à l'époque moderne en l'articulant à la métaphysique.
Dans ce cadre, il ouvre le champ des problèmes que la métaphysique moderne, dans son lien avec la science, devra tenter de clairement déterminer et de résoudre. D'où l'intérêt de son étude, donc évidemment, dans le cadre de ce colloque. Voilà, donc je veux vraiment montrer qu'il y a un champ problématique institué par Wolf qu'on ne voit pas toujours. Beaucoup de choses qu'on tient pour des évidences, en fait, et on ne voit pas la place qu'a pu donner Wolf dans cette structuration et les questions qui sont en jeu, en fait. Le massif kantien faisant obstruction à cette connaissance, en fait. Voilà donc mon exposé. Alors oui, je pose déjà le problème. Donc mon titre vient d'un extrait du Discursus Praeliminaris de Wolf. C'est un passage qui est intitulé « Utilité de la forme authentique des propositions ». Donc en latin, on a propositionum genuinae formae utilitas. Genuinus, on aurait presque envie de traduire par de la forme native, en fait, quand on regarde un peu plus près. Donc il dit les propositions philosophiques, enfin Wolf écrit, les propositions philosophiques dans lesquelles on détermine avec précision la condition à laquelle on attribue le prédicat au sujet sont utiles tant à la science qu'à la vie. Donc, pour comprendre comment s'articule dans l'œuvre de Wolf la connaissance philosophique et l'essence, il faut analyser ce que Wolf appelle forme authentique des propositions, voir comment elle va désigner la notion de proposition déterminée, en découvrant comment cette dernière va se corréler avec la notion d'essence. Donc voilà, donc notre but sera de faire apparaître tout cela. Finalement, ce à quoi je tiens, c'est ce que j'indique dans l'exemplier au niveau de ma conclusion, c'est montrer comment chez Wolf va se déterminer et se mettre en place, je dirais, pour la modernité, la question de l'articulation de la logique de la psychologie et de l'ontologie. Au passage, il y aura une question du hiatus entre essence et nature qui va être corrélée à la crise de la métaphysique au XVIIIe. Wolf est clairement celui qui va fixer par rapport à Kant la question les termes a priori, a posteriori, purs. Et donc je voudrais voir la question de l'opposition et de l'articulation de l'a priori et de l'a posteriori et leur sens chez Wolf, et essayer d'aborder la question du sens de la notion d'objet chez Wolf. Voilà. Alors, premier temps, donc, les caractéristiques de la forme authentique des propositions et l'introduction de la notion de proposition déterminée. Wolf, donc, ne ressemble pas aux vieux scolastiques, aux vieux professeurs ignorants finalement de l'acte d'être qui nous est présenté par Gilson. Le Wolf jeune, c'est plutôt un jeune homme plongé dans le contexte scientifique de son temps, des débats théologiques de l'époque, intéressé par des savoirs que nous qualifierons d'empiriques et intéressé par la mathématique. Et dans sa jeunesse, il lui-même rejeté l'ontologie et rejeté Leibniz, qu'il juge trop scolastique. Donc il ne faut pas, le leibniziano-wolfianisme, cette expression nous trompe parce que, à la limite plus près de Malebranche, par exemple, que de Leibniz dans sa jeunesse. Voilà. Et le but de Wolf, j'aurais voulu le développer ça longuement, mais ça fait partie de tout un ensemble que j'ai dû éliminer, c'est fondamentalement d'élaborer une philosophie pratique, la philosophie pratique universelle. Et tout ça doit être mis en perspective par rapport à tout cela. Comme on le sait, il va être influencé dans sa jeunesse par la pensée de Tschirnaus, 1651-1708, et par sa Medicina Mentis. Voilà. Donc, la question qui est en jeu, c'est celui du critère de vérité. Et le critère de vérité proposé dans la Medicina Mentis est celui du concipere posse. C'est une expérience a posteriori vécue du pouvoir de concevoir. Alors, c'est les textes auxquels je vais faire référence dans l'exemplier sont à la page 2. Wolf admet donc l'expérience a posteriori du concipere posse, mais trouve que ce critère est insuffisant. Cela va l'engager dans la recherche d'un critère de vérité plus satisfaisant que celui de Tschirnaus et corrélativement dans la recherche de la vraie manière de former les définitions réelles. Il nous l'explicite lui-même. Wolf dit avoir reçu une grande lumière, c'est une expression qui va faire Flores, Wolf dit avoir reçu une grande lumière des Meditationes, des Cognitiones, Veritate et Ideis de Leibniz,
dans lesquels Leibniz reconnaissait l'importance de la forme prescrite par la logique. Donc, je recite ces textes à la page 2 de mon exemplier. Voilà. Et ensuite, on verra la page 3 et la page 4. Je dis juste un passage des Meditationes concernant la logique. Tout mériterait d'être lu. Au demeurant, dit Leibniz, les règles de la logique commune, desquelles se servent aussi les géomètres, constituent des critères nullement méprisables de la vérité des énoncés. Il parle de forme prescrite par la logique à ce moment-là. Alors, Wolff en conclut qu'il ne faut pas s'en tenir à l'expérience, à la simple expérience de la cogitabilité comme critère de vérité et formation des définitions, mais analyser le processus de composition des propositions en faisant apparaître la notion de détermination et sa manière d'opérer. Ici, un passage est très important, c'est le paragraphe 19 du chapitre consacré à la logique dans un ouvrage de présentation de ses cours intitulé Ratio Praelectionum. C'est particulièrement intéressant, je dirais même, peut-être je fais trop de pathos, mais quasiment émouvant de voir l'articulation qui se fait explicitement entre la perception claire et distincte de Descartes et puis la pensée de Suarez dans ces lignes. Voilà, donc je vous lis ce passage, et c'est un tout petit peu long, donc qui est page 3. Il dit donc, en tournant donc mon attention vers les exemples de ces choses, alors il y a le terme quae en latin, donc il pose problème, vers l'exemple de ces choses dites concevables, je m'avisais d'un lien, nexus, nécessaire entre le prédicat et ce qu'enclôt le sujet. De sorte que, si nous posons que le contenu du concept du sujet convient avec lui, alors de même, ce qu'implique le concept du prédicat doit convenir avec ce même sujet. Au contraire, dans les exemples dits inconcevables, je surprenais une répugnance entre le concept du prédicat et le concept du sujet, et en ce point, le critère de vérité me semblait revenir à des pensées qui se posent ou se heurtent mutuellement. Car c'est un fait, n'est-ce pas, qu'une fois posé le concept du sujet, ou bien de tout ce qui se tire de lui, le prédicat se pose ou se heurte. Donc on reviendra, il faut avoir ce texte en tête quand on lit l'Ontologia, le début de l'Ontologia en fait. Et de fait, si Neumann, très célèbre théologien de Bratislava, il est aussi très tourné vers les sciences expérimentales, et de fait, si Neumann, très célèbre théologien de Bratislava, à qui j'écrivais à ce propos, n'a pas mal jugé, les prédications essentielles des scolastiques, la perception claire et distincte de Descartes, le possible et l'impossible à concevoir de Tschirnhaus, ainsi que mes pensées qui se posent ou se heurtent, sont une seule et même chose. Mais il me semblait avoir formulé un tout petit peu plus clairement ce que d'autres avaient proposé de manière plus obscure, et ceci ne pouvait pas ne pas plaire à celui qui était encore un jeune homme. Enfin, cependant, je posais comme premier principe que convenir avec une chose se fait soit par la force de l'expérience, soit par la force des démonstrations, et on voit toute la question du rapport entre l'a priori et l'a posteriori qui va se jouer ici. Voilà, donc, pour résumer, certains aspects, le passage à l'analyse propositionnelle se fait par l'examen de ce qui se joue dans le concipere posse. Wolff y découvre un lien, nexus, nécessaire, entre le sujet et le prédicat. Le terme nexus revient ensuite dans de nombreux domaines de son œuvre. C'est la réalité de ce que nous pensons qui s'y joue. Et c'est un point d'ailleurs que Frédéric Neff, dans l'Antium, a relevé en fait. Par ailleurs, on voit ici s'articuler, comme je le disais, par la bouche même de Caspar Neumann, un des professeurs de Wolff, la scolastique et le cartésianisme, les prédications essentielles de la scolastique et les perceptions claires et distinctes de Descartes. L'essence en jeu, dans la prédication essentielle, c'est l'essence réelle suarésienne. Voilà. Alors, la position conquise selon la ratio praelectionum va permettre à Wolff d'énoncer 2 points concernant le critère de vérité. Et donc là, c'est à la page 4 de l'exemplier. Alors d'abord, ce critère de la vérité est intrinsèque à la proposition. Il dit le critère de la vérité est intrinsèque à la proposition. C'est de là qu'on connaît qu'elle est vraie,
Conséquemment, il présente des caractères permettant en toutes circonstances de reconnaître la vérité et donc de discerner de manière suffisante une proposition vraie d'une fausse. Je fais vite, mais on reviendra, on va avoir vraiment besoin de cette analyse. Ça va revenir. Deuxièmement, donc, le critère de vérité engage la manière dont le concept du sujet de la proposition peut ou ne pas déterminer le prédicat. Et il dit, voilà, le critère de la vérité est la déterminabilité du prédicat par le concept du sujet. Alors, pour établir cela, Wolff définit nominalement la vérité, puis en déduit ensuite la définition réelle de la vérité. Quand j'entends vérité, c'est toujours vérité logique. Alors, il dit, donc, définition nominale, si le prédicat, quel qu'il soit, ou affirmatif ou négatif, convient au sujet absolument ou sous des conditions données, la proposition est dite vraie, sinon fausse. La vérité est ainsi l'accord de notre jugement avec l'objet ou la chose représentée. Donc on va faire attention à cette expression chose représentée par la suite, et à la fin on reviendra sur la notion d'objet. D'où la définition réelle de la vérité logique, donc on retrouve dans la définition du critère de vérité, la vérité est la déterminabilité du prédicat par le concept du sujet. Et donc on arrive à la notion de proposition déterminée, centrale dans la pensée wolffienne, qui correspond à cette définition du critère de vérité. J'en lis juste un passage. Une proposition déterminée correspond à un jugement déterminé, à savoir évidemment qu'un sujet soit représenté sous ce concept, tel qu'il contient la raison pour laquelle le prédicat lui convient, ou cela par quoi le prédicat est déterminé. Alors, quelques remarques. On peut remarquer tout de suite, c'est un lecteur de Leibniz. Il ne faut pas le présenter simplement comme un post-leibnizien, mais c'est un lecteur de Leibniz. Il a écrit d'ailleurs une biographie de Leibniz. Il a recopié la Théodicée, notamment. Donc, ce qui est marquant, évidemment, c'est l'assouplissement de la doctrine leibnizienne de l'inhérence. Béatrice Longness avait remarqué dans Kant et le pouvoir de juger que Wolff a substitué à la définition leibnizienne de la vérité comme inhérence du prédicat au sujet l'affirmation plus faible, moi j'aurais envie de dire plus souple, que dans un jugement vrai, le prédicat, et donc là en fait c'est la citation concernant le critère de vérité, l'affirmation plus souple que dans un jugement vrai, le prédicat est suffisamment déterminé par le sujet ou à sa condition dans le sujet. Donc on a simplement l'idée d'un prédicat qui est suffisamment déterminé par le sujet. Et Béatrice Longness souligne que pour réaliser son projet, Wolff introduit la notion de condition, dont le plus souvent on interroge l'usage chez Kant sans en connaître la provenance. Donc c'est très important. Donc finalement, Wolff, effectivement, est à l'origine de cette utilisation du terme condition qu'on va voir tout le temps dans les textes kantiens. Il n'y a qu'à voir donc le paragraphe 122 du Discoursus qui nous a servi de point de départ. Il dit les propositions philosophiques dans lesquelles on détermine avec précision la condition à laquelle on attribue le prédicat au sujet sont utiles tant à la science qu'à la vie. Et on a bien la notion de condition à ce niveau. Voilà. Cet assouplissement de la doctrine de l'inhérence implique corrélativement une autre métaphysique que celle de Leibniz et explique l'apparition de l'ontologie et de la cosmologie. Alors, en effet, ce que Leibniz écrit dans le discours de métaphysique, qu'on connaît tous, et qui engage l'inhérence, n'a plus à être admis. Page 5, j'ai réécrit des passages du paragraphe 14. Dieu produit diverses substances selon les différentes vues qu'il a de l'univers, et par l'intervention de Dieu, la nature propre de chaque substance porte que ce qui arrive à l'une répond à ce qui arrive à toutes les autres sans qu'elles agissent l'une sur l'autre. Et plus loin, le résultat de chaque vue de l'univers, comme regardé d'un certain endroit, est une substance qui exprime l'univers conformément à cette vue. Alors, ça pose la question qu'il faut se poser évidemment, c'est quelle est la place de l'ontologie chez Leibniz? En fait, puisque chaque substance, si je m'en tiens à ce texte, mais ça marche ailleurs,
à mon avis, puisque chaque substance est le résultat d'une vue divine, introduire ici une étude ontologique serait finalement introduire une dimension qui, dans sa généralité abstraite, viendrait occulter la métaphysique réelle, le lien théologique entre le créateur et la créature. Je pourrais renvoyer à pas mal d'études, mais notamment à une étude récente de Michael Devaux, Leibniz s'est-il livré à l'ontologie, les études philosophiques, juillet 2020. Puisque chaque substance est une expression de l'univers et exprime ce dernier, le monde n'apparaît pas comme un tout extérieur aux substances et les regroupant dans leur séparation. Donc, voilà. Donc, on pourra remarquer la proximité des définitions leibniziennes et wolffiennes du monde, mais Wolff introduit, quand il définit le monde, on a l'impression qu'il recopie la Théodicée, mais il introduit une notion d'extériorité, y compris dans sa définition de la connexion à l'œuvre dans le monde. C'est 5E. Il définit le monde comme une série de choses changeantes, d'accord, qui sont l'une à côté de l'autre ou qui se suivent l'une l'autre. On voit bien l'extériorité là, et qui sont cependant, dans leur totalité, connectées l'une avec l'autre. Et donc là, la notion de connexion, Verknüpfung, revient. Nous voyons en tout cas que c'est parce que le nexus interne de la proposition est la simple déterminabilité du prédicat par le sujet que l'ontologie comme science de la chose ou de l'état en général et la cosmologie peuvent prendre effectivement leur place chez Wolff. Alors maintenant, nous pouvons revenir à la manière dont tout cela avait conduit à la notion, dans la définition nominale, de chose représentée. Cela conduit à deux aspects en jeu dans l'expression « la chose représentée ». D'abord, une analyse de la notion de chose représentée, la représentation de la chose, et puis une analyse de la chose représentée, c'est-à-dire la question ontologique. Et donc là, on va passer au 3, la troisième grande partie, la chose représentée, le mariage de l'a priori et de l'a posteriori. Alors, Frege souligne dans sa correspondance que, depuis Christian Wolff, le mot de représentation est devenu un terme technique appelé à jouer un rôle analogue à celui détenu précédemment par le mot idée dans la philosophie française et anglaise. Alors, au lieu de condamner peut-être d'emblée le subjectivisme qu'on pourrait lire dans qu'on pourrait discerner dans l'usage du mot représentation, on va voir comment les apports de la pensée de Wolff dans les questions en jeu et voir comment ça le conduit, enfin, ce qui se joue là est au cœur de son articulation entre logique, psychologie et ontologique, sachant que vraiment il tient vraiment à bien présenter comment il articule tout cela. Il a l'impression d'une nouveauté, ce qui explique l'importance qu'il accorde à son discours préliminaire sur la philosophie en général. Alors, influencé par Leibniz, Wolff attribue à l'âme, donc là on est dans l'exemplier, page 5-6. Donc, en fait, là, je ne vais pas commenter de près, mais je vais m'intéresser au paragraphe 63 de la Psychologia Rationalis. Donc, influencé par Leibniz, Wolff attribue à l'âme une force de se représenter l'univers, mais tout ce que je viens de dire montre que, en fait, ça n'aura rien à voir avec il y aura en tout cas de grosses différences par rapport à Leibniz. Force qui, en fait, donc cette force de se représenter l'univers, qui en fait constitue son essence. Une des différences majeures avec Leibniz va résider dans l'élaboration wolffienne de la notion de limitation. La limitation de cette force de représentation. Cette limitation a un double aspect matériel et formel, et donc deux qualificatifs d'ailleurs qui n'ont pas le sens qu'ils acquerront par la suite dans la pensée kantienne. Ce qui est très frappant, c'est qu'on va avoir l'usage des termes matériel et formel, rationnel et empirique, mais qui n'ont pas le sens que Kant leur donnera. Pour se détacher de Wolff, mais c'est intéressant de retrouver justement ce sens originel. La limitation matérielle renvoie à la situation du corps organique dans l'univers. L'âme n'a de représentation qu'en fonction de cette situation du corps et des organes sensibles. La limitation formelle, en fait, elle engage la manière dont vont se former les représentations dans l'âme, en essayant de reprendre d'ailleurs
une genèse allant du clair au distinct, et à ce que Wolff appelle la distinction complète. Voilà, hein, donc voilà pour la notion de formelle. Hein. Et elle se fait de manière concordante avec les modifications du corps. Wolff donne ainsi une place centrale à la connaissance sensible qui mérite qu'on le compare avec Condillac, même s'il faudra l'en distinguer, mais il mérite vraiment d'être comparé. Hein. Voilà. Alors cette place se retrouve dans la définition qu'il donne de la différence entre connaissance a priori et connaissance a posteriori, et de la manière dont notre connaissance va être fondée dans le sensible. Donc a priori, a posteriori, pure, raison pure, ben, c'est un lexique que Kant va recevoir du tournant wolffien par rapport à Leibniz, puis des post-wolffiens en le réélaborant. Hein. Mais en fait, Wolff, comme Tschirnaus ici d'ailleurs, trouve encore son inspiration dans les Meditationes de Leibniz, c'est vraiment la grande lumière, en les adaptant à sa propre conception de l'âme comme force représentative. Hein. Donc, je rappelle donc, les Meditationes, c'est au début hein, que je les avais cités, page 2 de l'exemplier. Hein. Une idée est vraie, dit Leibniz, quand la notion est possible, elle est fausse quand elle implique contradiction. Or, nous connaissons la possibilité d'une chose, ou a priori ou a posteriori. A priori, quand nous résolvons la notion en ces éléments ou en d'autres notions dont nous connaissons la possibilité et que nous n'y trouvons aucune incompatibilité. Cela a lieu, par exemple, quand nous comprenons de quelle façon la chose peut être produite. Et c'est pour cette raison que les définitions causales sont extrêmement utiles. Nous connaissons, alors c'est peut-être le plus important même là, nous connaissons a posteriori quand nous expérimentons que la chose existe en acte. Hein, donc la connaissance a posteriori est liée à une expérience de la chose qui existe en acte. Car ce qui existe ou a existé en acte est assurément possible. Voilà. Hein, donc les Meditationes offrent ainsi à Wolff, en se distinguant cependant de Leibniz, la possibilité de construire une théorie de la connaissance, je dirais entre guillemets, mais c'est le sens ici, rationaliste, étroitement dépendante de la sensation et de son contenu. Wolff pensera dans toute son œuvre que notre connaissance ne peut partir que de la réalité de certaines notions, factuellement données par l'expérience. Cette dernière, l'expérience, fournit ainsi une assise à la connaissance scientifique. Hein, donc il va falloir distinguer assise et principe chez Wolff, fundamentum et principium. Hein. Donc cette dernière, l'expérience, va fournir une assise à la connaissance scientifique, bien que nous ne puissions rendre raison de ce qui est qu'en construisant une connaissance a priori démonstrative qui elle, engage vraiment le raisonnement. Alors, la définition wolffienne des qualificatifs a priori et a posteriori se trouve dans la philosophie rationaliste, notamment, hein, donc c'est page 6e de l'exemplier. Nous nous servons pour découvrir la vérité par ses propres moyens, soit de la seule sensation, soit du raisonnement à partir d'autres connaissances, en mettant à jour ce qui n'est pas encore connu. Dans le premier cas, on dit que nous avons obtenu la vérité a posteriori, dans le suivant, a priori. Voilà, hein, c'est quelque chose donc, qui va répéter plusieurs fois. Dans la Psychologia Empirica, il dit qu'une raison est pure quand elle n'admet dans ses raisonnements que des définitions et des propositions a priori, c'est-à-dire obtenues de manière seulement déductive. Et seul, en fait, le Dieu, seul Dieu a une raison pure, en fait, du coup. Hein. Et finalement, donc, ce qui va être essentiel, ce qui va jouer un rôle central dans la pensée de Wolff, c'est pour l'homme, contrairement à ce que finalement, ce sur quoi Gilson n'insiste pas, c'est le rôle d'une raison non pure qui va se fonder dans la connaissance a posteriori, liée au sensible, et donc elle prêtera cette raison non pure son concours à l'acquisition d'une connaissance mixte. Hein, cette notion de connaissance mixte est aussi fondamentale. La raison va, chez Wolff, va élaborer une connaissance symbolique à partir en construisant des démonstrations, mais ensuite il y a un retour au sensible, en un sens,
qui est permis par la manière dont Wolff définit la connaissance intuitive de façon assez large. La connaissance, dit-il, qui découle de l'intuition elle-même des idées, est dite intuitive. Nous sommes dit connaître une chose intuitivement, en tant qu'en nous-mêmes, nous sommes conscients de l'idée de la chose que nous avons. Enfin, je vais vite, mais parce qu'il y a des choses importantes que je voudrais encore vous dire. Mais il y a une définition de la connaissance intuitive très large chez Wolff, qui pourrait aussi bien fonctionner, dans ce que, après Kant, on va appeler un cadre empiriste ou un cadre rationaliste. Mais chez Wolff, la distinction ne fonctionne pas. Hein. Et du coup, on comprend effectivement tous les gestes kantiens par rapport à tout ça, la reprise, la manière dont il rethématise la notion d'intuition, etc. Hein. Alors, ces deux manières, en ce qui concerne donc ces deux manières d'obtenir la vérité, a priori, a posteriori, c'est lié pour Wolff à une opposition absolument centrale, qui est celle de la connaissance factuelle et de la connaissance qui rend raison. Hein. Voilà. Donc, la connaissance factuelle, qui est liée à la posteriori, hein, il appelle cela, en reprenant toute une tradition, la connaissance historique. Hein, il est bon, alors j'ai mis tout ça, c'est dans l'exemplier, autour de la page 7e. Hein. C'est intéressant de partir du paragraphe 2, hein, pour bien saisir ce qu'il entend par connaissance historique. Il dit « Nous ne recherchons pas pour l'instant à savoir jusqu'où le sens peut pénétrer dans la connaissance des choses qui sont et se produisent dans le monde matériel, ni si l'âme est consciente ou non de toutes les choses qui arrivent en elle. Hein, donc voilà, il ne s'interroge pas vraiment en fait sur la portée des sens et sur ce que si l'âme est vraiment consciente de ce qui arrive ou pas en elle. Cette enquête appartient à un autre lieu. Il nous suffit pour l'instant qu'une connaissance acquise au moyen du sens et de l'attention à nous-mêmes ne puisse pas être révoquée en doute. Hein. D'où l'usage de termes en latin qui vont faire référence à ce qui est obvi, à ce qui est patent. Hein. Il n'y aura pas le terme evidentia. Hein. Voilà, là c'est obvi, là c'est patent. Hein. Donc, on peut lire des choses, c'est troublant. Moi, je me rappelle que quand j'avais commencé à lire Wolff, le livre, j'étais à la Bibliothèque nationale, le livre m'en était tombé des mains, tellement je trouvais ça à la limite stupide. Hein, voilà, exemple de connaissance historique. On sait que le soleil se lève le matin et qu'il se couche le soir, par exemple. Hein. Et je crois qu'en fait, tout mon intérêt pour Wolff, c'est de comprendre, mais qu'est-ce qu'il dit exactement ? Pourquoi ça peut être effectivement intéressant, hein. Et je me dis effectivement, bon, c'est un peu facile peut-être comme rapprochement, mais évidemment, on est tenté évidemment de penser à amour, hein, et à la place qu'il donne à la phrase « voici une main », quoi, en fait, hein, quand on lit ces lignes. Voilà. Après, la connaissance historique, mais le fondement de la connaissance historique va renvoyer au sens et à la connaissance des choses qui sont et se produisent dans le monde matériel, qui est livré par nos sens, et à la conscience qu'a l'esprit des changements qui surviennent en lui. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est cette idée de connaissance factuelle. Alors peut-être que la connaissance historique est mal mise au point, mais c'est quelque chose de vraiment d'intéressant, en fait, de surprenant, par sa platitude, en fait. Hein. Et, alors, par opposition à la connaissance historique, voilà, bon, on a une connaissance philosophique et connaissance des essences. La définition de la connaissance philosophique, je la lis, la connaissance de la raison des choses qui sont ou se produisent se nomme philosophique. Hein, donc, la connaissance de la raison des choses qui sont ou se produisent se nomme philosophique. Donc, on a alors la manière dont toutes les choses sont mises en place ici par Wolff montre l'importance que joue dans sa pensée la notion de connubium rationis ac experientiae. Hein, donc l'idée d'un mariage entre la raison et l'expérience, d'une union intime entre ces deux aspects. Hein.
ce qui me frappe d'ailleurs, en retravaillant ça, c'est que la notion de connubium, en fait, alors je pense pas, c'est jamais relevé par Wolf, mais du coup, évidemment, on pense à Kant, a un sens dans le droit latin au départ. C'est plutôt l'aspect juridique du mariage. Hein. Alors que là, manifestement, c'est plutôt, quand Wolf pense au mariage, c'est vraiment l'union, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc alors, sur l'élaboration de la différence entre logique, psychologie et ontologie, on voit que la manière dont Wolf a élaboré les notions d'a priori et a posteriori le conduit justement à penser la différence et l'articulation de la logique, la psychologie et de l'ontologie. Hein. Donc, la proposition, si je reviens à la notion de proposition déterminée chez lui, ben, je suis conduit à penser avec lui que ça va impliquer trois aspects. Elle va impliquer trois aspects. Voir comment nos concepts sont obtenus avec leurs notes. Et ça, c'est la psychologie, pas seulement... enfin, c'est la psychologie qui va s'en occuper, elle va s'occuper d'autre chose, mais c'est la psychologie qui va s'en occuper. Et Wolf va jouer un grand rôle dans l'apparition de ce terme, hein, psychologie. L'établissement des règles qui permettent à ces propositions de se former, de s'enchaîner, ça sera la logique. Et l'élaboration d'une science de la choséité ou de l'étantité qui nous donne les principes garantissant que ces propositions vont bien finalement correspondre aux choses, ben ça va être l'étude, c'est à cette étude que va se consacrer l'ontologie. Alors, voilà, on a un cadre qui est mis en place, et selon les époques, on pourra, Wolf, on pourra aussi bien, on va pouvoir le vilipender de différentes manières, à juste titre, ou je ne sais pas, mais en tout cas, le cadre est mis en place par lui. Hein, donc, selon ce cadre, on pourra aussi bien taxer Wolf de logicisme, de naturalisme, de psychologisme, mais finalement dans un cadre qu'il a grandement lui-même contribué à fixer. Hein. Alors, je passe maintenant au 4, la chose représentée, l'essence réelle et l'objet de l'ontologue. Hein. Alors, l'ensemble, dans l'exemplier, ça va être autour de la page 8 à peu près, que tout va se jouer. Voilà. Alors, on a vu la définition de la connaissance philosophique chez Wolf. Alors, on va voir maintenant la définition de la philosophie. Il définit la philosophie dans le Discursus Praeliminaris comme la science des possibles en tant qu'ils peuvent être. La science des possibles en tant qu'ils peuvent être. Alors il est extrêmement fier, et il accorde une extrême importance à cette définition. Il dit qu'il a découverte en 1703, qu'il a soumise à Neumann, qu'il a exposée dans les éléments d'aérométrie, que c'est lié à l'enseignement de la philosophie chez lui, ce qui me rend encore plus sympathique, évidemment. Voilà. Et effectivement, les commentateurs disent en général, oui, effectivement, dans ces termes-là, il semble que ça soit Wolf, effectivement, qui le premier formule la définition de la philosophie strictement dans ce sens, même si ça nous fait penser à d'autres choses. Hein. Alors, il faut remarquer, voilà, toute la suite va se jouer là-dessus. Hein. Il faut remarquer l'attention. La philosophie est la science des possibles en tant qu'ils peuvent être. Donc, la philosophie est la science des possibles en tant qu'ils sont tournés vers l'existence. Il faut toujours entendre actualité derrière ça. Donc, elle est la science des possibles en tant qu'ils sont tournés vers l'existence, mais en même temps seulement en tant qu'ils sont susceptibles d'exister et en tant qu'ils sont saisis dans leur concevabilité. Hein. Donc, cette tension-là, elle va se rejouer dans toute l'ontologie et plus particulièrement dans la doctrine de l'essence. Hein. On peut regarder, alors, maintenant qu'on a ça en tête, on peut regarder la définition du principe de raison chez Wolf. Alors, ça doit être page 8 de l'exemplier. Hein. On ne sera pas étonné de remarquer tout d'abord que la différence du principe de raison leibnizien, c'est un point que Vincent Carreau avait souligné, le principe de raison suffisante wolfien se focalise sur le connaître. Hein. Dans le paragraphe 29 de la Deutsche Métaphysique, Wolf définit le Grund, un terme c'est lui qui met en place la notion de Grund pour dire raison, hein, et on entend bien la notion de fond, évidemment, aussi. Dans le paragraphe 29 de la Deutsche Métaphysique, Wolf définit le Grund comme ce par quoi on peut comprendre pourquoi quelque chose est. Dans l'Ontologia, au paragraphe 56, il définit la raison suffisante, alors je ne l'ai pas noté,
comme ce d'où se comprend pourquoi quelque chose est. Hein. Donc, par le principe de raison suffisante, les choses sont reconduites à ce qui les rend concevables. Hein. Alors, bon, pourtant, c'est en partant de la posteriori, de l'expérience et de la conscience en jeu, que l'ontologia va établir les premiers concepts qui vont lui permettre de la constituer. En montrant tout d'abord qu'en eux se trouve le principe de contradiction et le principe de raison suffisante. Hein, il y a une structure à peu près analogue, plus longue, dont j'avais parlé ailleurs, dans la Deutsche Métaphysique. Hein. Alors, on taxe alors évidemment Wolf de psychologisme, bien sûr, hein, mais il s'agit pour lui de pouvoir dériver la connaissance a priori démonstrative de l'expérience de l'actuel, quoi. Hein. Donc, la première proposition proprement dite de la démonstration de l'ontologia est intitulée Fundamentum Principii Contradictionis. Quand on entend Fundamentum, on se dit, tac, ah oui, ça c'est c'est pas principe, hein, c'est une assise qui cherche là dans la connaissance sensible. Hein. Donc, voilà, eam experimur mentis nostrae naturam, ut dum et judicat aliquid esse simul judicare nequeat, idem non esse. Hein. Alors, bon, ma traduction est lourde, là, mais ceci est la nature de notre esprit dont nous faisons l'expérience, à savoir que quand il juge que quelque chose est, il ne peut pas en même temps juger que la même chose n'est pas. Hein. Alors, dans la pensée de Wolf, donc, la liquidité apparaît donc d'emblée dès le paragraphe 27, dans cette première proposition de démonstration. Elle renvoie à ce qui apparaît dans la connaissance historique, et elle va définir vraiment un peu plus loin, dans le paragraphe 57, par opposition au nihil. Hein. Donc, ce qu'on peut en retenir, c'est que la science de l'état en général se bâtit à partir de la liquidité. Hein. Le simple fait neutre et minimal d'être quelque chose en général. Donc, ça situe Wolf dans une tradition avicéno-scotiste. Hein. Donc, Claudine Tiercelin, notamment, a démontré l'importance et surtout l'apport vivant qu'elle peut constituer pour une métaphysique liée à la science moderne et à une défense de l'essentialisme. Hein. Mais en même temps, évidemment, la liquidité est rencontrée, elle va être définie un peu plus tard dans l'opposition, mais elle est rencontrée dans une expérience de conscience, on pourrait dire. Hein. Voilà, alors, à partir de ce fundamentum, l'ontologia va développer un trajet déductif, voilà, à partir de cette assise dans l'a posteriori, l'existant, l'actuel. Hein, l'actuel. On sait chez Wolf qu'il y a une distinction d'ailleurs entre une ontologie naturelle, évidemment, qui va en quelque sorte être naturellement donnée, et une ontologie artificielle qui va construire. Hein. Donc, il faut toujours avoir en tête l'équivalence existant égale actuel chez Wolf. L'existence est définie plus tardivement dans l'ontologia, mais elle intervient en fait dès le début du chapitre consacré à Lenz, avant même sa définition. Hein. Chapitre 3, définition du concept des temps, début de la démonstration. Ce qui est impossible ne peut pas exister. Ce qui est possible, il peut exister. Et puis ensuite, on va passer à la définition de l'étant. Et dit étant, ce qui peut exister. Hein. Voilà, hein, donc page 8, j'ai donné cette définition. Hein, et dit étant ce qui peut exister, et en conséquence, ce à quoi l'existence ne répugne pas. Hein, mais il ajoute que ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut d'emblée déduire l'existence de l'étant. Hein. Voilà. C'est en fonction des résultats de cette définition de Lenz dans son rapport à l'existence que la notion de chose va être développée en tant qu'elle exprimera là la simple quiddité, hein, par opposition à Lenz. Hein. J'ai mis dans l'exemplier la définition de la chose. Voilà, tout ce qui est ou conçu pouvoir être, est d'une chose en tant que c'est aliquid, hein, en tant que c'est quelque chose. De sorte que la chose peut être définie comme ce qui est quelque chose,
il s'ensuit que la réalité et la quiddité sont synonymes chez les scolastiques. Donc il prend ensuite l'exemple de l'arbre. On va qualifier l'arbre d'un arbre, on va l'appeler un étang, en tant qu'on considère son existence, mais on va l'appeler chose si on considère la quiddité. Donc Wolf est ici inspiré en fait par ce que Suarez appelle l'essence réelle, et pour Suarez, réel veut dire non fictif ou chimérique et susceptible d'exister réellement, simplement susceptible. Voilà. Alors on voit du coup la tension dont j'ai parlé qui va continuellement se rejouer. L'essence réelle est seulement susceptible d'exister réellement, mais en même temps, elle est définie dans l'ontologia à partir d'un parcours qui est basé dans l'existant et l'actuel. Donc, je reprends les définitions de l'essence. L'essence est ce qui est premièrement conçu de l'étang. Vraiment l'insistance sur la conception. L'essence est ce qui est premièrement, c'est page 9, l'essence est ce qui est premièrement conçu de l'étang, et sans elle, l'étang ne peut être. Alors ensuite, il donne une définition de l'étang en insistant sur la place des déterminations conceptuelles, finalement, dans l'essence et leur non-contradiction. Et donc, on arrive à une définition de l'essence qui paraît purement conceptuelle, mais elle a été acquise à partir quand même d'une construction qui s'est appuyée dans l'existant et dans l'actuel. Donc, petit à petit, on va retrouver la notion d'existence. On va arriver à une définition de l'existence chez Wolf après la définition de l'essence, mais de façon un peu compliquée. L'essence, ça va définir la possibilité intrinsèque d'un étang, mais la simple possibilité ne fait pas exister un étang donné. Il ne suffit pas d'avoir le concept d'un arbre pour que l'arbre existe. Et Wolf va dire qu'il faut une possibilité extrinsèque pour que cet étang s'actualise, existe. Donc, voilà. Donc, c'est petit à petit comme ça qu'au paragraphe 174, il va donner une définition de l'existence comme le complément de la possibilité. Mais ce qu'il faut faire très attention, c'est que cette définition est purement nominale. Elle ne nous dit pas ce que c'est que l'existence, en fait. J'ai encore un tout petit peu de temps. Donc, alors, je voudrais dire quelques mots, avoir un peu de temps pour dire quelques mots sur la doctrine de l'objet. Tout ce qu'on vient de dire sur cette tension va se rejouer dans la manière dont Wolf va articuler les notions d'essence et de nature. L'essence par exemple, si je parle de l'essence de l'âme, je vais plutôt m'intéresser à la quiddité de l'âme. La nature, la nature, elle va être vraiment du côté de l'actualisation. La nature, ça va être chez lui le principe interne d'action et de passion. Il le dit, la nature peut être définie, je n'ai pas mis dans l'exemplier, comme le principe des actions et des passions des corps, et en général comme le principe interne des actions et des passions. Donc c'est au niveau de la nature qu'on rencontre vraiment l'activité qui va être à l'œuvre dans le monde existant. Mais on peut avoir l'impression là qu'il y a un hiatus chez Wolf. Alors, quand j'explique tout ça, le hiatus, je me dis, ah oui, il y a un hiatus, mais il faut savoir que l'argent, en fait, dans le système de la nature, dans une note, défend Wolf, justement, et défend le rôle que Wolf donne à l'essence en s'opposant à la critique que faisait Schopenhauer à ce propos. Donc, voilà. Donc, ne nous hâtons pas de rejeter Wolf, en fait. Voilà, donc en tout cas, il y a un problème d'articulation quand même, et dont on peut voir qu'il peut se rejouer dans ce qu'on va appeler la crise de la métaphysique au XVIIIe siècle. Alors en tout cas, si on veut comprendre l'ontologie, en fait, il faut voir en fait qu'elle est liée chez Wolf à une théorisation du monde intelligible, du monde sensible et du monde rationnel. Et il introduit une notion qui s'appelle le monde rationnel. Par son entendement pur, Dieu peut connaître distinctement chaque substance singulière et son rapport aux autres.
Ainsi se constitue le monde intelligible qui ne nous est pas connaissable directement. Nous n'avons accès à lui que comme monde sensible, phénoménal, représenté indistinctement par les idées des sens et les fantasmes. Alors, du coup, immergé à mi-distance, si vous voulez, du monde intelligible et du monde sensible, se trouve ce que Wolff appelle le monde rationnel, et dans lequel se place l'ontologie. Hein. Ce monde rationnel permet la transition, finalement, il est au cœur de la transition de la connaissance a posteriori à la connaissance pure, si vous voulez. Hein. Donc, dans le paragraphe 257 de la Theologia Naturalis, il dit les états universels peuvent être ramenés à un système. Si les états universels sont ramenés à un système, le système qui procède de cela est appelé pour nous le monde rationnel, qui peut être de ce fait défini comme l'enchaînement variable des états universels connectés entre eux. Il ajoute, le monde rationnel contient toutes les vérités universelles, il contient tous les dogmes tels qu'ils peuvent s'enchaîner dans le système de la métaphysique, immergés dans le monde sensible et dans le monde intellectuel connu par Dieu. Donc, il nous donne bien le mariage de la raison et de l'expérience. Hein. Et un autre point sur ce monde rationnel, il va dire qu'il n'a pas d'existence et de réalité propre en dehors des mondes intelligibles et sensibles. Hein. Nous disons que le monde rationnel est immergé dans le monde intelligible et sensible, dit Wolff, en tant qu'il n'existe pas en dehors du monde intelligible et sensible, de telle sorte que cette immersion est considérée comme une inexistence dans autre chose. Hein, la thématique de l'inexistence, c'est amusant de voir que ça peut se jouer déjà dans ce type de texte. Alors, rapidement, je peux encore parler de l'objet ? Oui. Merci, excusez-moi. Oui, donc rapidement sur la notion d'objet chez Wolff, vous avez remarqué que la définition de la vérité nominale, donc il y avait une sorte d'adéquation avec la chose représentée, mais en fait c'était avec l'objet ou la chose représentée. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette notion d'objet chez Wolff qui, voilà, on voit liquide, ens, res, etc. Mais objet, il faut vraiment chercher, et en fait c'est tout à la fin. C'est tout à la fin de l'Ontologia, hein, qu'on va le trouver. Hein. Alors, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut survaloriser ou pas cette définition, hein? Mais il me semble que cette définition montre que Wolff, on pouvait s'en douter, c'est pas celui qui soumet, comme pour les prétendants Heidegger, l'être à une représentation en le forçant à s'objectiver, parce qu'on vient de dire de l'immersion de l'ontologie dans le monde matériel, dans le monde matériel, va pas avec ça, mais c'est pas aussi, à mon avis, l'objet de type ménongien. Il y avait de grands débats autour de ça, hein, avant-guerre, avec des textes célèbres, hein, qui essayaient vraiment d'identifier, ou de montrer en tout cas le rôle que Wolff avait pu avoir par rapport à Meinong. Hein. Alors, je donne la définition de l'objet chez Wolff à la fin. Il dit définition de l'objet. On parle souvent à propos de matière. Alors, l'objet est défini à partir des 4 causes aristotéliciennes et en fonction de la notion de matière. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. On parle souvent à propos de matière à partir de quoi, à la différence du sujet qui est nommé matière en quoi, et de l'objet qui est appelé matière à propos de quoi. Assurément est objet l'étant que prend pour fin l'action de l'agent, ou bien dans lequel les actions de l'agent trouvent leur fin. De sorte qu'à ce point, il est pour ainsi dire la délimitation de l'action. Alors, c'est un texte assez difficile à lire, mais l'objet, c'est la matière à propos de quoi, hein, et la matière, c'est ce qui va être déterminé. Et dans ce cadre-là, l'objet est simplement défini en fonction de l'activité de l'ontologue. Hein, c'est la cause finale, si vous voulez. En tout cas, il se situe par rapport à la fin visée par l'ontologue. Hein. Et donc, en quelque sorte, on ne peut pas vraiment le concevoir indépendamment de cette action. Pourtant, en même temps, il est immergé dans le monde rationnel. Donc, il existe c'est pas un idéalisme quand même. Hein. Mais voilà, il y a ce statut très étrange,
Hein. Et c'est important puisque finalement il dit c'est à partir de l'objet d'une discipline qu'on déduit ce qu'on peut en dire, en traiter. Hein. Et il rappelle le titre de l'ontologie, hein, Methodo Scientifica per Tractata. Hein. Il dit voilà, c'est parce que l'objet de l'ontologie c'est l'étant qu'on peut construire une ontologie selon une méthode scientifique. Voilà. Hein. Donc, voilà, donc je vous ai montré, voilà, je suis à peu près arrivé à remplir mon programme. J'aurais voulu conclure assez longuement, mais je laisse de côté. Donc, on a vu en tout cas l'articulation de la logique, de la psychologie, de l'ontologie chez Wolff. On a vu effectivement le hiatus qu'il va y avoir chez Wolff, le risque de hiatus lourd qu'il peut y avoir entre essence et nature, la question de l'opposition et de l'articulation de l'a priori et l'a posteriori, et la question de la notion d'objet, hein, qui est très particulière, hein, sachant effectivement, comme je l'ai mis dans l'exemplier, l'objet, ce n'est pas l'objet de l'ontologie, en fait, hein, c'est l'objet de l'ontologue. Hein, voilà. Voilà, je vais m'arrêter. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien.